Voilà, normalement on est en ligne. Je regarde juste maintenant sur la page. Il y a un décalage peut-être entre la diffusion et l'enregistrement. Non, c'est bon, là, c'est normalement c'est bon. Ok. Voilà. Voilà, bonsoir à tout le monde. Comme vous constatez, je suis avec notre expert Rachid Araj, qui est fondateur de Cinéval. Alors, ce soir, nous parlons donc d'un thème qui est très, très, très important. C'est savoir prendre la parole en public. On s'est rendu compte qu'on peut être un cadre dans une grande entreprise, on peut être un étudiant, on peut être dans toutes les strates de la société et la prise de parole en public peut être vraiment un élément très, très, très important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que même pour présenter un PowerPoint, souvent, on a vraiment une grosse difficulté à s'exprimer et tout aujourd'hui. Donc, on a notre expert qui est là, Rachid. Bonsoir, Rachid. Ça va bien? Ça va et toi? Très bien. Merci Alors, beaucoup. ouais, je l'ai rappelé le thème. Est-ce que toi, je veux dire, tu peux te présenter un peu à toutes les personnes qui vont nous suivre ce soir? D'accord. Alors, donc, je m'appelle Rachid Laharage, j'ai 38 ans. Alors bon, on va commencer au début de ma carrière. J'ai travaillé en finance, en conseil, en évaluation financière et en fusion-acquisition pendant à peu près 5 ans. Et ensuite, j'ai décidé de monter mon entreprise, l'immobilier, que je gère toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et en parallèle, j'ai commencé à travailler en conseil, en stratégie, en développement commercial d'entreprise. On va dire une grosse montée de startups. Les autres, c'était des PME. À chaque fois, dans un objectif, j'essaie de trouver la meilleure stratégie pour, pour le marché. Donc ça, c'est la première partie. Et puis ensuite, je me suis développé sur un autre secteur qui est l'irrigation. Donc depuis un an maintenant, on développe des solutions d'irrigation en Afrique. Et ça, c'est un gros projet sur lequel on travaille aujourd'hui. En parallèle, j'ai toujours essayé d'avoir des échanges, notamment avec les étudiants. Et en fait, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que la prise de parole, j'ai commencé à bosser avec quelques étudiants il y a 3 ans, un petit peu plus de 3 ans, qui étaient des étudiants qui préparaient des concours pour les écoles de commerce. Et ils appréhendaient un peu cet exercice de devoir présenter devant un groupe et notamment les échanges qu'ils pouvaient avoir à ce groupe. Et moi, bon, comme j'avais déjà essayé de coacher quelques chefs d'entreprise sur ce créneau-là, ben, on a mis en place des modules avec ces étudiants. Et depuis, ben, en fait, j'ai commencé à le faire pour des dirigeants d'entreprise et maintenant je le fais pour quelques groupes aussi. Donc c'est plutôt cool. Et je me considère pas forcément comme un expert, c'est juste que j'ai beaucoup échangé avec notamment des gens de l'immobilier sur cette problématique de la prise de parole. Et à partir de là, j'ai essayé d'identifier de bonnes pratiques. Voilà, donc je suis juste le relais de ces bonnes pratiques que j'ai pu voir ici ou là. Alors, tu parles là de certaines choses, certaines carences, sinon certains manques que tu as identifiés. Est-ce que tu peux nous donner 3 points clés que tu as identifiés, toi, dans l'expérience que tu as vis-à-vis de cette thématique? Alors, le premier, alors moi déjà, les points que je vais adresser ne concernent pas la posture, ils ne concernent pas le fond de l'argumentaire. Moi, je vais vraiment me concentrer sur les échanges qu'on va avoir avec l'auditoire. C'est vraiment le point sur lequel moi je vais me focaliser. Et c'est déjà gros hein, comme sujet. Et là-dessus, les erreurs les plus communément admises, on va dire, c'est d'une part de se focaliser sur les amis. Lorsqu'on fait une présentation face à un auditoire qu'on ne connaît pas, alors c'est humain, hein, mais forcément, on cherche à essayer de retrouver un regard qui nous rassure, une posture bienveillante, quelqu'un qui va acquiescer lorsqu'on va dire quelque chose. Euh, et en fait, on va machinalement, vraiment, c'est inconsciemment, en fait, on va rester focalisé sur cette personne. Et en fait, on fait deux erreurs à ce moment-là. La première, c'est que on va consacrer une grande partie de notre temps à se concentrer sur une personne qui, d'apparence, a l'air quand même assez convaincue déjà à la base. Donc, nous, notre objectif, c'est de convaincre.
cette personne-là, vu sa posture non verbale, elle a l'air quand même déjà assez convaincue. Donc, en fait, on va déployer des moyens à essayer de convaincre quelqu'un qui l'est déjà. Il y a mieux comme rentabilité sur les moyens qu'on investit. Et la deuxième chose qui est la plus importante, c'est qu'en se focalisant sur cette personne, on risque d'exclure les autres. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que je fais une présentation morale face à un groupe de personnes. Ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 100. Mais j'ai cette personne du premier rang, ça peut être ma maman, ça peut être le voisin, ça peut être une personne que j'ai jamais vue de ma vie, mais elle est bien. Et je vais rester focalisé sur cette personne. Je vais me forcer à regarder un petit peu les autres, mais je vais toujours revenir à cette personne-là parce qu'elle me rassure et moi, ça me donne de la confiance en moi. Mais le problème, c'est que les autres, on peut faire le test ensemble maintenant. Hein. Mais tu vois, je suis en train de te parler, je te regarde. Ouais. D'un seul coup, je regarde à côté. Je regarde à côté et je parle comme ça pendant 5, 6, 7 minutes. Franchement, si tu n'es pas sur ton téléphone en train de regarder Facebook ou je ne sais quoi, C'est clair. tu attires l'attention en regardant les gens. Tu vois. Donc, Ouais. l'idée, c'est pas de te regarder avec un air un peu bizarre, tu vois. C'est C'est juste ça. de te montrer que ton regard m'importe et ta perception de mon message m'importe. Donc, ça, c'est vraiment le premier point, le plus important pour moi. Faire en sorte de regarder tout le monde et faire en sorte d'intégrer tout le monde dans le discours. Première C'est erreur, ça. focaliser sur les amis. La deuxième erreur, c'est de réagir de manière trop brutale lorsqu'on a des échanges. Et ça nous arrive à tous, même moi encore aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as une réaction en face de toi, tu as un auditoire, tu vas essayer d'avancer ton discours, ton message. Et parfois, tu peux avoir des réactions qui sont soit des réactions d'incompréhension, soit des demandes de précision, soit des questions qui peuvent être un peu punchy parce que le gars, il a envie de Et rentrer là-dedans, comme elle dit. Exactement. Et donc ça, toi, ta réaction, si elle est négative, c'est-à-dire que, par exemple, tu me poses une question maintenant, là, tu me dis, ah, si je comprends bien, c'est ça. Et je te dis, non, 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 t'as rien compris. Ouais. Là, ça fout un blanc quand même. Là, C'est ça. toi, qu'est-ce que tu vas ressentir si je te dis ça? Ben, de la frustration. Exactement. Ça veut dire que là, on est devant je ne sais combien de personnes sur Facebook. Toi, Ouais. tu as posé une question. Tu as l'impression que cette question, elle est intelligente quand même, parce que tu estimes que tu es intelligent. Et Ouais. moi, là, ma réponse, c'est de te dire, non, tu es stupide. C'est comme ça Ouais. que tu vas. Même si d'apparence, j'ai juste dit non, tu n'as pas compris. Non, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que tu es stupide. C'est comme ça que tu vas le prendre toi. C'est ça. Et limite, si ça n'avait pas de conséquences, bah, pourquoi pas? Mais ça va avoir des conséquences. Ça veut dire qu'en réalité, comme ça vis-à-vis de toi, toi, tu vas en fait, bah, mine de rien, tu vas développer un certain ressentiment vis-à-vis de moi. Tu vas dire, ouais, C'est ça. il se prend pour qui? Et donc là, déjà, si j'étais parti pour te convaincre, je pars avec. Là, je suis en Ouais. négatif. C'est ça. Avec beaucoup de points en moins. Exactement. Et donc, ça veut dire que bah, déjà, ça va être très difficile de te convaincre ou de te vendre quoi que ce soit. Et en plus, tu vas être un très mauvais relais auprès de tes proches. C'est-à-dire que Totalement. si tu peux être convaincu par ce que je t'ai dit, tu vas juste retenir une chose, c'est que je suis le mec qui t'a affiché devant tout le monde sur Facebook. C'est ça. Donc, ça marche pas. Donc, ça, c'est la deuxième erreur, c'est faire extrêmement attention à la manière dont on interagit avec les personnes et surtout accueillir toutes les objections avec bienveillance. Ouais. On va y revenir parce que c'est vraiment un point super important, mais là, il faut vraiment se focaliser là-dessus. Ouais. Troisième, et la plus courante, c'est adopter la position de l'expert. Adopter la position de l'expert, mais de manière la plus mauvaise qui soit, c'est-à-dire en usant et en abusant de termes techniques, de jargon, d'anglicisme, voilà, pour essayer de paraître expert. Et donc, L'idée, c'est de s'adapter à l'auditoire, c'est ça, hein? D'avoir une expression assez simple, assez basique, enfin, en fonction de l'auditoire. exactement. Si j'ai en face de moi des personnes, je ne sais pas, tu peux regarder sur Internet, tape Emmanuel Macron speech à la station F, il que des termes, que des anglicismes, que des disruptés, que des startups, mais parce que en face de lui, il n'a que des personnes qui comprennent ce message-là, qui parlent ce langage-là toute la journée. Donc lui, en fait, il se met à la hauteur de son auditoire. La semaine suivante, il a une réunion pour la francophonie. Tu penses qu'il aurait mis un seul mot anglais dans son truc? Pas du tout. Il n'a pas utilisé disrupté, il n'a pas utilisé startup, il n'a pas utilisé jeu.
quoi? Non, il a utilisé des termes dans bon français parce qu'il était là pour promouvoir la francophonie, parce qu'en face, c'était le bon moyen de faire passer son message. C'est toujours le truc de dire qui j'ai dans l'assistance et à partir de là, adapter le discours que je vais avoir et surtout le champ sémantique. Tu vois, aujourd'hui, je te connais. Donc, si je veux, le meilleur moyen d'instaurer de la distance, c'est de commencer à te vous voyer. Tu vois, si je te vous vois là aujourd'hui, bah là, déjà, ça va te faire bizarre et ça va être une distance inutile entre nous. Donc, à chaque fois, il faut se poser la question est-ce que je tutoie Est-ce que je vous vois Même des gens que je connais pas. Tu vas avoir des étudiants et tu les vous vois, ça crée une distance. C'est vrai. C'est pas nécessaire. Est-ce que je vais utiliser un langage soutenu, un langage courant? Ça aussi, il faut se poser la question. Plus tu crées de la distance, plus il va falloir ramer pour vendre. C'est ça. D'accord. Alors, on a bien compris. Donc, je voulais juste rappeler à toutes les personnes qui nous suivent que, alors, on va te laisser juste point par point, mais ce qui est très important, et je pense que tu as voulu que l'échange soit comme ça, c'est que toutes les personnes qui ont des questions peuvent les poser. Nous allons donc prendre les questions et échanger au fur et à mesure. Donc, je te laisse donc dérouler pour le premier point. Et dès qu'il y a des questions, on pourra les mettre pour que tu puisses répondre au fur et à mesure. Je préfère vraiment échanger et avoir des questions. Donc, si vous avez des questions, on n'attend pas la fin, on les aborde tout de suite. Si c'est des questions même un petit peu punchy, ben, tant mieux. Parce que ça, c'est un des trucs qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Alors, je vais vous lister les différents thèmes et ensuite, vous allez me dire ce que vous préférez. Et à partir de là, on va essayer de détailler. Le premier, c'est intégrer l'ensemble des membres de l'auditoire. On a abordé le sujet un petit peu, mais on peut le détailler un peu plus. Adapter le champ sémantique, on l'a vu. Adapter la présentation que vous faites aux besoins de l'auditoire. Ça, c'est aussi une erreur qui peut être commise. L'ensemble des membres de l'auditoire. Ouais. On a abordé le sujet un petit peu, mais on va ensuite, il y a créer un climat de sympathie. Ça, c'est D'accord. aussi comment vous faites pour créer un climat de sympathie et faire en sorte que les gens m'aiment, en fait, pour être clair. Point suivant, c'est accueillir les objections avec le sourire. Comment je fais lorsque j'ai quelqu'un qui est au fond de la salle et qui d'un seul coup me dit attendez, c'est n'importe quoi ce que vous dites. Comment je fais pour réagir? Ensuite, adapter son intervention au comportement de l'auditoire. Comment est-ce que je dois réagir quand j'ai des gens qui discutent en face de moi et ils discutent du match du PSG d'hier, ils discutent pas du tout de ma présentation. Comment je fais pour leur faire comprendre qu'il faut arrêter sans pour autant passer pour un prof? C'est ça. Ensuite, assumer ses faiblesses afin de dépolluer la discussion. Comment je fais pour aborder des sujets qui sont évidents? Parce que là, on parle de prise de parole, mais c'est très large. Je dois vendre un produit, je dois vendre un service, je dois présenter une nouvelle solution. J'ai déjà un historique avec la personne qui est en face. Donc, ou sinon, j'ai un déficit d'image parce que j'ai eu un problème sur tel ou tel produit, sur tel ou tel sujet. Comment je fais pour aborder ces thématiques qui ne sont pas faciles? Ensuite, on a apprendre à aimer l'objecteur compulsif. L'objecteur compulsif, pour être clair et pour parler en bon français, c'est le chieur. C'est celui qui est dans la salle et qui est là vraiment pour. Il y a toujours quelque chose à dire. Exactement. Celui qui est monsieur, je sais tout. Celui qui est là vraiment pour te mettre dans les cordes. Ensuite, il y a un autre point, c'est préparer son impro. Ça peut paraître un peu bizarre, très antinomique, mais en fait, les meilleures improvisations sont celles qui sont les mieux préparées. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Et en fait, on a un dernier point, c'est la prise de parole à l'heure du Covid. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Bien sûr. En fait, elle a grandement évolué avec le Covid parce qu'aujourd'hui, on fait tout un tas de Zoom, de Webex, de Meet. Ouais. En fait, ça demande des ressorts en termes de prise de parole, de flux, de manière de l'idée, en fait, qui sont assez particulières. Et donc là, on peut aborder ce sujet-là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aborder les sujets un par un. Mais si vous avez une thématique qui vous plaît plus qu'une autre et que vous souhaitez aborder, bah, vous nous le dites et on va essayer de passer cette problématique en premier. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on te suit et dès qu'il y a des questions, dès qu'on pourra t'arrêter pour te poser des questions, on le fera. C'est ça. Donc, on commence par intégrer les membres de l'auditoire. On l'a vu. L'idée, c'est lorsque j'arrive, et on est tous dans la même situation, c'est-à-dire que je dois faire une présentation devant des gens que je connais ou des gens que je connais pas, parce que ça peut être devant un comité de direction, ça peut être devant une assemblée de bénévoles, ça peut être n'importe quoi. On a forcément un peu de stress. L'idée, c'est
ce stress, en fait, alors bien sûr, vous pouvez tout travailler avec des gens qui vont travailler sur la respiration, sur c'est quoi. Et c'est possible que ça fonctionne. Moi, c'est pas mon domaine, c'est pour ça que je vais pas porter de jugement là-dessus. Mais quand ça fonctionne, c'est très bien. Notamment, il y a des gens qui font du théâtre, par exemple, pour être plus à l'aise à l'oral. Moi, j'ai vu que ça avait franchement des effets vraiment très importants. Et moi, c'est quelque chose que je recommande. C'est pas ma spécialité, donc je peux pas le faire. Ouais. Ça a des effets. En revanche, là où ça peut jouer, c'est lorsque j'arrive dans une salle et que je dois m'exprimer, bah, c'est mieux on est préparé finalement, moins on est stressé. Parce qu'on voit comment on va pouvoir aborder les choses. Donc la préparation, elle est Mais centrale. est-ce qu'il y a des techniques de préparation avant la prise de parole? Je veux dire, souvent on nous dit non, de boire de l'eau, de respirer, je sais pas, de courir, de marcher un peu. Est-ce que toi, dans ton expérience, il y a une préparation, je veux dire, spéciale avant de venir prendre la parole en public? Moi, pour le coup, là-dessus, j'ai pas de conseils à donner parce que je suis pas bon. Moi, j'ai pas de rituel. Je vais commencer à prendre la parole, que ce soit devant 10, 15, 200 personnes. En revanche, je pense que chacun a son petit rituel qui peut le rassurer. Et si ça fonctionne, ben, tant mieux, qu'il le fasse. Moi, la seule chose, c'est bien préparer le contenu. Et à Ah, partir du contenu est très, vraiment, tu vois très clair dans ton esprit, et surtout à partir du moment où tu as bien préparé le traitement des objections, là déjà, tu y vas de manière un peu plus libérée. Parce que le d'accord. stress est aussi lié au fait que tu te dis, j'espère que je vais pas avoir une question à la con et que je vais pas m'afficher, quoi, en fait. Mais en fait, les questions à la con, c'est pas la question qui pose problème, c'est la réponse que tu vas donner. Et bah, sinon, on peut aborder le sujet. Hein. C'est c'est un des thèmes qu'on a abordé, qui est de préparer son impro. Moi, quand je fais mes D'accord. formations, on va dire que c'est le dernier niveau. Donc là, on va directement dans le dur. Hein. Préparer son impro, ça veut dire quoi? Mettons, je sais pas, toi, tu dois prendre la parole sur un sujet, tu dois vendre une prestation sur l'OSINT. Donc l'OSINT, bon, personne connaît, sait ce que c'est d'ailleurs. Donc tu arrives, déjà, les mecs se disent, mais OSINT, de quoi tu parles? C'est en quelle langue? Est-ce que c'est en Swahili ou c'est pas simple. Ouais, Donc toi, tu vas et en fait, tu vas lister tous les points. Tu vas lister, c'est comme un argumentaire commercial. c'est ça. Quand tu dois prendre la parole, il faut que tu te dises, OK, qu'est-ce que les gens en face vont me dire? Et à partir de là, tu vas identifier en fait des grandes thématiques d'objection. Dans ton cas, par exemple, lorsque tu dois vendre une formation en OSINT, bah, forcément, il y a le coût, mais il y a aussi le timing, il y a l'efficacité de l'OSINT. L'OSINT, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est pas juste du bullshit? Tu Ouais. vois, il y a différents thèmes que tu vas identifier. Et toi, en fait, ce que tu vas faire en amont, c'est que sur chacun de ces thèmes, tu vas identifier un exemple clé, l'exemple massu, le truc qui fait que, boum, le gars se dit, ah oui, mais c'est vrai. Ouais, Ouais. donc, sur le coup, tu vas trouver une analogie qui va faire que le mec va se dire, ah ouais, mais finalement, ouais, c'est pas si cher que ça. Mais il faut la trouver. Et à C'est partir du moment ça. où toi, dans ton esprit, tu vois, tu as tes petites boxes. Tu as la box, bon, bah, le coût, le prix, tu as le box timing, intérêt de la démarche, et après, tu vas identifier des exemples clés pour chacune de ces thématiques. Alors, tu vas me dire, effectivement, si on me pose la question pile sur l'objection que j'avais identifiée, bah, ça marche. Mais qu'en est-il si, en fait, je te pose Ça ne une marche question pas. Ouais. sur une thématique que je n'avais pas identifiée? Et c'est possible. Hein. L'idée, en fait, c'est de trouver des thématiques qui soient suffisamment larges pour qu'ensuite, toi, tu fasses un exercice de gymnastique intellectuelle où tu vas relier la question à des réponses que tu as déjà préidentifiées. Je prends, D'accord. moi, j'ai fait cette formation pour un grand groupe dans l'immobilier et il souffre d'une image dégradée. Et un des points qui est souvent reproché, c'est de dire, bah, attendez, alors on va être géré par un énorme groupe totalement impersonnel. Et c'est bien souvent, dire, attendez, mais moi, nous, on n'a pas envie d'être géré par un groupe impersonnel. A contrario, tu as des petits indépendants qui, eux, vont jouer sur le côté familial. C'est pour ça, tu vois la différence. Ouais. Un des sujets, une des objections qu'on avait identifiées, nous, c'était la proximité. On a dit, voilà, on peut nous reprocher le fait de ne pas être proche. Et qu'est-ce qu'on va dire? Bah, les points qu'on avait identifiés, c'était de dire, bah, on gère des immeubles qui sont à maximum, 90% de nos immeubles sont à moins d'un quart d'heure de notre agence. Nos salariés sont présents depuis en moyenne 6 ans dans la société. Tu vois. On parle de stabilité, on parle de rayonnement. Mais en fait, quand la personne pose cette question de
je ne veux pas être géré par un groupe aussi impersonnel. Moi, je vais dire, mais cette problématique est tout à fait importante. Tu vois, en disant ça, je valorise la personne, je valorise sa question. On va y revenir, c'est très important. Et ensuite, je vais lui dire, je fais le lien avec un sujet que j'avais préalablement identifié, en l'occurrence la proximité. Et ce que je vais dire, c'est, je vous remercie pour cette question. Effectivement, la question de la proximité est très importante pour nous. C'est-à-dire, l'idée, c'est que là, là c'est l'idée de valorisation aussi. Tu valorises la question et tu prends le temps. Après, tu reprends la question et tu réponds. Et je reformule la question pour la mettre dans les boîtes qui est dans ma tête. Moi, en l'occurrence, j'ai pas de boîte groupe impersonnel dans ma tête. Tu vois. Je l'avais pas préparé, celle qui est assez proche, qui est la proximité. Et ça, j'ai l'argument massue, moi, sur la proximité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer en disant, déjà, je vous remercie pour cette question, je valorise. Et ensuite, je dis, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important qui est la proximité. Donc, je reformule ce que tu viens de dire. Tu vas pas dire non quand je vais dire ça. Et tu as l'impression que finalement, je suis en train de te mener naturellement vers ma réponse, tu vois. Tout le couloir, il est dans cette première phrase, de reformuler et de t'emmener vers une boîte qui est dans ma tête déjà, avec une réponse qui est déjà identifiée. Moi, il y a une phrase que j'adore, c'est un comique dans les années 70 en France, qui imitait, dans les années 80, qui a imité Georges Marchais, qui était Premier ministre à l'époque en France, et qui disait, donc Georges Marchais parlait à un journaliste, et il disait, vous êtes venu avec vos questions, moi je suis venu avec mes réponses. Ouais. C'est bon ça. L'idée, c'est de se dire, n'attendez pas d'avoir la réponse exacte à toutes les objections qui vont vous être posées. Vous avez déjà des réponses pour des problématiques qui sont connexes ou qui se recoupent partiellement. Il faut juste faire en sorte de reformuler la question pour l'emmener vers votre réponse. Donc ça, mais tu peux le faire, on le fait tous déjà. Toi-même, tu dois le faire chez toi avec ta femme. Tu vois, je te dis, j'en sais rien. Ah mais tiens, tu fais pas, tu fais pas, tu passes pas l'aspirateur à la maison. Je dis ouais, mais attends, mais moi j'ai fait, je me suis occupé de changer la petite ou je me suis occupé de. En fait, si tu switches, elle te parle de certaines tâches ménagères et toi tu vas switcher vers une autre pour essayer. Ouais. Bon, en fait, c'est ça. L'idée, c'est de te dire d'emmener la personne vers le sujet sur lequel tu es le plus à l'aise, en fait. Elle est plus à l'aise, ouais. Tu l'envoies sur ton terrain et en fonction de ça, tu lui portes le coup fatal, en fait, pour parler comme ça. C'est exactement ça. L'idée, c'est occuper le terrain. On l'a vu à l'école de guerre économique. C'est le point le plus important. En prise de parole, il faut que tu occupes le terrain. Et le terrain, c'est toi qui dois le choisir. Si on t'emmène sur un sujet qui n'est pas sur lequel tu n'es pas à l'aise, bah ok, tu vas reformuler la question pour revenir sur un sujet sur lequel toi tu es beaucoup plus à l'aise. Mais ça c'est valable dans le cas où tu es devant un auditoire où on te pose des questions, mais souvent il y a des prises de parole où je veux dire derrière ce temps de prise de parole, il n'y a pas forcément de questions derrière. Et les gens ils se disent avant de venir prendre la parole, moi je stresse, je ne sais pas comment faire, déjà comment débuter, comment m'exprimer. Ouais, ça, ce sont des questions, des problématiques qui reviennent constamment. Est-ce que toi, à ton niveau, tu as quand même des choses à dire par rapport à ça? Moi, le point le plus important, c'est de pratiquer. C'est-à-dire que souvent, lorsque je fais ce type d'atelier, j'ai des personnes qui me disent ben, si je prépare, j'aurai plus l'air naturel. Ça, j'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Moi, toutes les personnes que j'ai vues dans ma vie qui performaient en prise de parole en public, préparé. Mais en fait, tu regardes les politiques. Tu sais, les politiques, ils ont que ça, que des éléments de langage. Les éléments de langage, c'est quoi? C'est de la préparation. Ouais. Tu regardes n'importe quel. Moi, je t'encourage à regarder, par exemple, Kéron, qui est un comique d'origine iranienne. Tu vas dans ses spectacles, le mec il commence le truc en te disant bah, ça va être un spectacle, je ne l'ai pas écrit encore. Donc, c'est vous, en fonction de vos réactions, bah, on va réagir. Et tu te dis, waouh, c'est fort. Effectivement, c'est fort. Pourtant, c'est écrit. Exactement. C'est parce que lui, il a déjà des trucs en tête, mais après, il est très honnête là-dessus. Hein. Lui, il dit, moi, j'ai déjà dans ma tête, et en fonction des interactions que je vais avoir avec vous, je sais sur quoi je vais rebondir et comment je vais t'emmener dans cette direction. Et en fait, il faut adopter cette posture.
Mais cette posture, tu l'adoptes à partir du moment où, en fait, tu as pris le temps de bien préparer ton sujet. Le fait de se dire, si je prépare, je ne vais pas être naturel, ça, c'est la grave erreur. Vraiment une grave erreur. Parce que là, c'est le meilleur moyen de se montrer, en fait. Après, bien sûr, tu peux avoir des techniques de boire un verre d'eau, des techniques de respiration, des trucs. Mais là, je te dis, je suis pas le plus indiqué pour avoir ce genre pour ce genre de conseils. Mais je sais que souvent, dans ce que tu dis, il y a une thématique qui est, je vais revendiquer vos faiblesses. Les écoles, est-ce que j'ai fait ça? Non. Non, Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, en France, on valorise la modestie à outrance. Tu on peux n'est pas pas aux arriver. États-Unis. Si j'arrive et que je te fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Il faut être clair. Si j'arrive et que je te dis, ouais, je suis un expert en prise de parole, j'ai fait de multiples interviews médias, en fait, tous les mecs là qui regardent, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont aller sur Internet, ils vont taper mon nom et ils vont taper et ils vont commencer à regarder et ils vont regarder les vidéos et puis ils vont attendre le moment où je vais commencer à bugger, tu vois, où je vais bafouiller ou n'importe quoi Ouais, et ils vont se dire, c'est ça l'expert. ouais. En fait, c'est moi qui l'aura généré, justement en me positionnant en tant qu'expert et en prenant de la distance avec toi. Alors que moi, j'ai commencé le truc en disant quoi? En disant, je ne me considère pas comme un expert. Tout ce que j'ai pu faire, moi, c'est identifier, parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui performaient bien en prise de parole, et donc j'ai pu identifier des bonnes pratiques. Clairement, j'estime que le travail que j'ai pu faire, il va bien au-delà de ça. Mais je fais exprès de faire ça. Je fais exprès de paraître modeste, parce que je sais que c'est le moyen de Mais, pouvoir mais, créer. mais, mais enfin, après, ça dépend de ce que tu dis, mais pourquoi ne pas forcément affirmer son expérience, affirmer ce qu'on a fait? Je sais pas, ça gêne pas ce qu'on a fait, c'est ce qu'on sait, c'est notre expertise. Pourquoi forcément ne pas affirmer? Parce que souvent, on se rend compte que quand on n'affirme pas, les gens se disent, bah, celui qui parle ou celui qui vient, on dit que c'est un expert, mais il vient en fait, voilà, on ne sait pas, on ne connaît pas son vêtement intellectuel, on ne connaît pas son CV. Donc, est-ce que, je veux dire, d'emblée, c'est pas préjudiciable? Non, alors en fait, moi, je te dis pas de ne pas mettre en avant tes succès. Je Ah te non, je ne parle pas dis forcément de moi. de toi ou nous de manière générale. Moi, je Ouais, dis deux choses. La première, c'est de ne pas mettre tes succès en avant de manière trop évidente. Sinon, tu vas passer pour quelqu'un d'arrogant et là, ça va être compliqué. Deuxième d'accord. chose, lorsque tu peux faire en sorte de mettre en avant tes succès par une source qui n'est pas toi, c'est toujours mieux. Donc, je te prends un exemple. Moi, il y a une expression que j'utilise beaucoup, c'est on a la chance de. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai eu la chance d'avoir été missionné par un très grand groupe français pour coacher leurs équipes sur la prise de parole. J'ai pas eu de chance là-dedans. La chance n'a rien à voir. C'est parce que j'ai été bon. Ouais. Mais si je suis très fort et donc j'ai convaincu un grand groupe de non, mais non, ça passe pas. Ça passe pas parce que là aussi, là, je me mets dans une posture du mec qui est arrogant. Alors qu'en disant nous avons la chance de, on peut avoir l'impression que finalement ça m'est tombé dessus un peu par hasard. C'est pas le cas, mais au moins j'adopte une posture qui me permet de me rapprocher de mon auditoire. C'est ça le point. C'est l'idée, c'est pas de dire que je vais masquer certaines informations. Je vais les mettre en avant, mais d'une certaine manière. À quel moment on peut rebondir sur ces points dans la prise de parole? À quel moment on trouve en fait le bon timing pour rebondir? Bah, en fait, au tout départ, c'est-à-dire que toi, si tu veux fixer le truc au tout début, il faut que tu mettes en avant tes succès, mais il faut aussi que tu mettes en avant tes échecs. C'est ça qui va faire la différence. Tu commences, et en fait, regarde par exemple les conférences TEDx. C'est très instructif de regarder les Ouais. conférences parce que tu verras qu'à chaque fois c'est pareil. Enfin, très très souvent, le mec arrive, il dit bah voilà, j'ai tenté telle aventure et je me suis croûté. J'ai complètement foiré. Et puis après, tu te rends compte que le mec il a un parcours de psychopathe, que le gars Ouais. mais en fait, on s'est pris de sympathie pour lui au départ. Sur ce petit événement qu'il a pu. Et chez les Américains, c'est un passage obligé. Quand tu fais une prise de parole, tu es quasiment obligé de mettre en avant une faiblesse. Si tu le fais pas, ton truc ne fonctionne pas. C'est pas anodin, hein. Nous, on n'a pas cette culture en France. Et parce que ça nous pose problème. On arrive trop souvent, on se met la pression et on se dit, si je donne un élément négatif, bah, finalement, ça va pas passer. Je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Et alors que non. Moi, j'ai travaillé pour, je te dis,
certains syndics de copropriété. Et les mecs disaient, ouais, je ne vais pas commencer à parler de mes notes sur Google. Je dis, mais bien sûr que tu vas parler de tes notes sur Google. Et il me dit, mais attends, mais j'ai 2 sur Google, je vais me faire démonter. Et après, ce que je lui dis, c'est est-ce que tu penses sincèrement que les mecs vont attendre que tu parles de la note sur Google et ils vont se dire ah ouais, mais c'est vrai, tiens, il y a des notes sur Google, j'y avais pas pensé. Non, mais les mecs, ils y ont déjà été. Quand tu cherches un syndic ou que tu cherches Ouais. n'importe tu vas sur Google et tu regardes leurs notes. Donc, soit c'est l'autruche et tu te dis bah, j'aborde pas ce sujet parce qu'il me met mal à l'aise, mais à ce moment-là, les mecs vont quand même y aller et ils vont se faire leur propre opinion sans que toi, tu n'aies plus argumenté. Ou soit, tu mets toi-même aussi sur la bah déjà, tu n'es plus en position défensive. Tu vois, quand on t'attaque sur ta note Google, Ouais. tu es là, tu es dans les cordes. Parce que Ouais. bien de l'auditoire. Alors que si c'est toi-même qui le mets en avant, tu dis, bah voilà. Et puis, bien sûr, on a une question d'image et on peut même parler de notre note sur Google et tu l'expliques. Tu expliques pourquoi tu peux avoir une mauvaise note. Dire que parce que toi, tu fais du recouvrement de charges de copropriété et que forcément, bah, il y a des gens qui ne payent pas leurs charges, que ça ne leur plaît pas que tu leur envoies des recommandés et donc tu te retrouves avec des avis négatifs par ce biais. En fait, si tu l'expliques, si tu prends le temps de l'expliquer, ben, déjà, ça va pouvoir permettre de compenser cela dans l'esprit de ton auditoire. Si tu te dis, je suis pas à l'aise avec ce sujet, je ne l'aborde pas, ben, en fait, ils vont se faire leur propre opinion. Et à partir de là, ben, Alors, il y a une chose aussi qui revient très souvent dans la prise de parole en public, c'est qu'on se dit, dès que tu viens, tu commences à prendre la parole, soit il faut regarder tout de suite une personne, ou soit il faut regarder le vide. Est-ce que toi, tu es partant avec ces techniques-là qui sont le fait de regarder soit dans le vide ou de regarder tout de suite une personne, fixer la personne et parler? Est-ce que tu penses que toi, ce sont des techniques qui marchent? ouais, moi, alors après, chacun ses techniques. Hein. Moi, je recommande pas de regarder dans le vide. D'accord. Moi, c'est pas. Alors après, peut-être que ça fonctionne pour certains, euh, mais moi, je pense que la puissance. Alors, excuse-moi, je suis en train de charger en même temps, parce que comme j'ai plus de batterie sur mon téléphone, Ouais. on mon ordi initialement, donc là, c'est bon. Voilà. Bon, je pense on a perdu Rachid. On l'a perdu le temps de. Il a eu quelques soucis avec son téléphone. Il était sur son ordinateur, il a eu quelques soucis. Alors, ce qu'il était en train de dire, c'est que dans la prise des paroles en public, il ne faut pas tout de suite regarder. Voilà, je pense qu'il est là. Alors, d'accord. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. On était en train de parler de soit regarder dans le vide ou regarder une personne pendant la prise de parole en public. Moi, je ne recommande pas forcément de regarder dans le vide parce que tu perds en puissance de persuasion. C'est-à-dire que lorsque tu regardes les gens dans les yeux, en fait, tu peux être beaucoup plus sensible au non-verbal. Tu peux beaucoup plus aussi adapter ton discours. Tu vois, en regardant les gens, bah, tu vois si le mec il est en train de regarder sa montre, s'il regarde son téléphone, ou s'il fait une Ça mimique peut parce être qu'il. déstabilisant, c'est ça? Oui, en fait, il y a certaines personnes qui sont déstabilisées par ça et qui donc veulent regarder dans le vide. Mais en fait, ce sont autant d'informations qui vont te permettre aussi d'adapter ta présentation. Quand tu vois quelqu'un qui commence à froncer un peu les sourcils ou tu sens qu'il ouais, n'a peut-être pas compris quelque chose, là, ça te donne la possibilité de pouvoir l'interpeller. Et quand tu l'interpelles pas en lui disant Monsieur, je vois très bien que vous n'avez pas compris. Parce que là, c'est le meilleur moyen de l'afficher devant tout le monde, là, pour être clair. Ouais. Ce que je veux dire, c'est de manière générale, toujours faire en sorte que s'il y a un problème, ça vient de toi et pas des autres. Donc, c'est pas la personne qui est dans l'auditoire qui n'a pas compris, c'est toi qui t'es mal exprimé. Toujours. Donc, le principe que tu dois intégrer dans ta tête, c'est j'ai une obligation de résultat en matière de compréhension de mon message, pas une obligation de moyens. Peu importe le quotient Ouais. intellectuel qui est en face de moi. Donc, il ne faudrait pas regarder dans le vide. Moi, c'est pas ce que je recommande. Moi, je recommande D'accord. plutôt de regarder les gens, de porter son regard sur chacune des personnes. Ou si l'assistance est trop large, au moins de regarder chaque frange, tu vois. Si tu es dans un théâtre ou par exemple, tu as des personnes qui sont au balcon, ce genre de choses, ben, il faut que tu les regardes. Tu regardes les meetings de politique, c'est très, très instructif quand tu les vois. Les mecs Ouais. se font à regarder chaque truc pour que tu sois impliqué. Donc, le vide, je ne recommande pas trop. Fixer une personne,
je recommande pas non plus parce que le risque, c'est d'exclure les autres. Maintenant, si tu as une peur panique et que le seul moyen de commencer ce type de prise de parole, c'est soit de regarder dans le vide, soit de regarder une personne, eh ben, il faut le faire. Il faut le faire. Et puis progressivement, et se dire que on va peut-être essayer de regarder peut-être une personne, deux personnes, trois personnes, mais essayer de sortir de ce cadre-là. Moi, les différents points qu'on a mentionnés tout à l'heure, moi, c'est un point que je fais en 9 niveaux. Moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est n'attendez pas de maîtriser ces 9 niveaux d'un coup. Focalisez-vous sur un point. Intégrer l'ensemble des membres de l'auditoire, adapter son champ sémantique, créer un climat de sympathie. En fait, tu vas te focaliser sur un, deux, trois points Ouais. jusqu'à maîtriser. Et à partir du moment où tu le maîtrises bien, ça va devenir naturel. Et donc, tu Ah, vas pouvoir Alors, passer. alors il y a une autre chose qui est récurrente aussi, c'est le ton, en fait, le ton de la voix, la gestion de la voix. On se dit, avec le ton de la voix, on peut arriver à capter l'auditoire, ou on se dit, ben, si le ton de la voix n'est pas assez captivante, les personnes qui sont dans la salle ou les personnes qui nous écoutent ne seront pas forcément intéressées à ce que nous sommes en train de dire. Ces personnes vont tout de suite décrocher. Est-ce que le ton de la voix est vraiment important dans cet exercice? Ouais, ah ouais, c'est central. Si je te parle, c'est compliqué à faire, hein, mais si je te parle en monocorde, expliquant que le ton de la voix est important, tu vois, là tout de suite, si au bout de 5 minutes, tu n'es pas en train de dormir, c'est que tu as des problèmes. Ouais. Effectivement, il faut faire en sorte d'arriver à rendre son discours vivant, tu vois. Et ça se manifeste par la voix. Un test, un exercice que je fais avec mes étudiants, lorsque je vois que le ton est trop monocorde, parce qu'on se met trop la pression finalement, c'est de sortir de ça et de dire, bah, attends, tu vas me faire une présentation sur un sujet que tu kiffes. Donc, parle-moi du PSG, parle-moi du Ghana, parle-moi de je ne sais quoi, de ce que tu veux, mais parle-moi de ça, parle-moi de ta passion. Et on enregistre, tu vois. Et on Ouais. voit quelle est l'intonation, on voit quelle est la modularité de la voix sur le. Et en fait, on se rend compte que mais ça n'a rien à voir. Et donc, à partir de là, tu as fixé l'exemple. Tu as dit, bah, voilà, ça, c'est notre objectif. Maintenant, pour que tu arrives avec ton discours commercial aujourd'hui, ou avec ton exposé, ou avec ce que tu dois présenter en public, bah, il faut arriver à faire évoluer ta voix vers cet objectif-là. Et finalement, ça se fait assez naturellement. Pardon. Pas grave. Donc, Ouais. Alors on va aborder un autre point qui moi, me semble aussi important. Au-delà de tout ça, souvent, on se dit, celui qui prend la parole en public, devant l'auditoire, on a des aspects de moquerie. Je pense que généralement, on essaie de voir comment est-ce que faut pas présenter la personne qui est en face de nous comme un moqueur, comme celui qui tourne un peu tout en dérision. Après, ça peut lui être fatal aussi. Est-ce que toi, dans ton parcours, t'en as connu quand même? des gens moqueurs dans l'assistance. Oui, des gens moqueurs dans l'assistance où, je veux dire, toi, dans ta présentation, on a l'impression que par rapport à tes réponses, les réponses sont un peu, ouais, qui vont un peu vers tous les aspects de moquerie et tout, parce que souvent, l'auditoire n'est pas forcément capté par tout ça. Est-ce que Bah, ça en te fait, parle? l'humour, c'est une arme très puissante en prise de parole. Maintenant, il faut être clair. Je ne le recommande pas lorsqu'on est en tout début d'apprentissage ou de maîtrise des outils de prise de parole. Parce que c'est à double tranchant. Hein. Tu Ouais, arrives, une prise de parole, tu fais une blague, ça tombe à plat. Pour, pour récupérer derrière, il faut y aller. ouais, c'est compliqué. Ouais. Ah non, non, c'est très très compliqué. Donc, mais c'est clair qu'à partir du moment où tu maîtrises le truc, si tu arrives et que tu sors la bonne blague, la bonne phrase, la bonne pirouette, bah, effectivement, tu gagnes sur toute la ligne. Donc, l'humour est très puissant et notamment en France, c'est quelque chose qui est très valorisé. Et donc, c'est quelque chose qui peut notamment te permettre de bien traiter les objections, tu vois, de le prendre avec humour. Maintenant, voilà, il faut avoir un certain niveau de maîtrise. Moi, c'est quelque chose que j'aborde dans la question de la préparation de l'impro. Mais voilà, je l'aborde pas dans les premiers ateliers. Ça, c'est pas possible. En revanche, D'ailleurs, si après, on a des questions sur la préparation de l'impro. d'accord. Donc, en revanche, tu peux avoir des gens dans l'assistance qui, eux, peuvent être moqueurs. Et ça peut être assez compliqué de les gérer. Donc, moi, de manière générale,
Ces personnes-là, je les appelle les objecteurs compulsifs. Donc, on a vu tout à l'heure, c'est chieur. Et en fait, il y a des techniques pour gérer un chieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu connaisses les gens qui sont dans l'assistance ou pas. Toi, lorsque tu arrives dans la salle, il y a un groupe qui est déjà constitué. Ce groupe, c'est le groupe des personnes qui sont assises, c'est l'auditoire. Il Ouais. faut juste en tenir compte de ça. C'est vraiment central parce que toi, tu ne fais pas partie de ce groupe. Et c'est très important parce que ça veut dire que n'importe quel argument qui émanera du groupe aura toujours plus de valeur qu'un argument qui émane de toi. Donc ça veut dire que si par exemple tu as quelqu'un qui est un peu pushy dans l'assistance et qui Ouais. commence à te poser des questions, bah en fait, lui, lorsqu'il démarre, il est plus crédible que toi. Mais Parce que comment les faut gens le te connaissent. déstabiliser? Comment faut le déstabiliser? Comment faut le ramener à toi? Ça aussi, je pense que c'est important. Bien sûr, bien sûr. Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque tu as quelqu'un comme ça, un chieur, euh, il faut oublier le fait de vouloir le convaincre. Tu ne le convaincras pas. C'est D'accord. clair. D'accord? Le mec qui, en fait, quand tu es rentré dans la salle, il t'a regardé, il s'est dit, OK, lui, je vais me le faire, parce que c'est comme ça, il t'aime pas, je sais pas pourquoi, mais il t'aime pas. Eh ben, en fait, le truc, c'est que lui, il est né comme ça, il est né chieur. Il vivra et il Ouais. mourra malheureusement. Donc, c'est pas toi qui va le changer. C'est pas d'un seul coup, tu vas commencer à argumenter et il va se dire, ah, mais c'est vrai, mais tu as tout à fait raison, mais j'ai été con. Et en fait, non, ça n'arrivera jamais, ça. Donc, il Ouais. faut bien que tu comprennes que tout ce que tu vas pouvoir dire, c'est pas pour le convaincre lui, mais c'est pour convaincre les autres. C'est vraiment très important, hein. C'est les autres que tu vas. Et en fait, c'était les réactions que tu vas avoir lorsqu'il va t'interpeller qui vont conditionner la vie des autres. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire que 80% de l'impact d'une objection n'est pas fonction de l'objecteur, mais de celui qui est objecté. Prenons un exemple. Là, bon, là, tu es plutôt bienveillant vis-à-vis de moi. Bon, heureusement, hein, parce que sinon, ça irait pas. Mais imaginons que tu sois un peu plus pushy, tu vois. Tu es un peu à Ouais. la Jean-Jacques Bourdin. Tu attends la question qui tue, tu me demandes le prix du ticket C'est de pas le métro. cadre. Exactement. Mais tu sais, tu m'attends au tournant avec une question à la con, un Ouais. truc où. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, tu as ton auditoire sur Facebook, les Ouais. gens, ils te suivent, donc ils sont plutôt liés à toi. Donc moi, si j'interviens et que je te dis, bah, vas-y, c'est quoi ta question là? Tu sors d'où? Bah, en fait, je vais me mettre à dos bah, déjà toi, et je vais me mettre à dos tout ton auditoire parce qu'ils vont prendre parti pour toi. Tu fais partie du groupe. Mm. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours accueillir avec bienveillance tes objections. Toujours. Donc, et en fait, je vais me focaliser sur un point, c'est le plus petit dénominateur commun. C'est dans tout ce que tu vas me balancer, même si c'est une phrase incroyablement fielleuse, où on voit que tu as juste du seum, ben, c'est pas grave. Je vais essayer de voir dans cette phrase ce avec quoi je suis d'accord. Et même si je trouve pas ça, ben, je vais te remercier d'avoir mis le thème sur la table. Donc, Ouais. tu vois, tu peux me dire une question vraiment, vraiment pushy, et moi, je vais te dire, bah, je te remercie d'avoir mis ce sujet sur la table parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Et ça, c'est important parce que les autres vont se dire, OK, il est dans la bienveillance. Donc, ça veut dire qu'on peut échanger avec lui. Il n'est pas dans une optique de c'est moi qui, je sais tout, je ne suis pas là pour être contesté. Donc, ça, déjà, tu poses un cadre. Et ensuite, je vais répondre progressivement à tes objections, mais de manière très posée. Je vais le faire une fois, je vais le faire deux fois, je vais le faire trois fois, je vais le faire six fois s'il le faut. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que tous, on a ce type de situation en tête où tu arrives à une conférence ou à n'importe quoi, et puis tu as un mec comme ça qui se lève et qui commence à poser une question. Et puis, tu sais, la question, elle est un peu pushy, un peu hard. Mais tu sais, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé. Tu vois. Il a Ouais. peut-être il a pas tort. Et c'est comme ça qu'on réagit. On se dit, il a pas tort. Donc, on prend plutôt son parti. On voit comment la personne réagit. OK, elle réagit bien. En face, le gars, il se relève encore une fois, il repose une autre question. On se dit, bon, bah ouais, j'espère qu'il n'en a pas 50 des questions comme ça quand même. Donc, tu commences déjà à t'impatienter. Et au bout de la troisième, la quatrième, tu te dis, ouais, non, mais c'est bon, maintenant, on va arrêter. Là, on a quand même un planning à tenir. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le chieur, il s'est mis tout le monde à dos. Ouais. Il se met les gens à dos. En fait, c'est les gens qui vont devoir juger ce mec-là. C'est pas toi.
Mais en fait, ils vont adopter cette position d'exclure le chieur à partir du moment où toi, tu adoptes une position où tu es bienveillant et où tu réponds aux questions. Donc, bien sûr, il faut prendre sur soi. Alors, l'idée, c'est pas de finir avec un ulcère à l'estomac, hein, mais il faut arriver à prendre sur soi et à répondre aux questions. Et après, progressivement, plus tu réponds de manière bienveillante, mais ferme quand même aux questions, plus en face, il va se décrédibiliser parce que la principale caractéristique d'un objecteur compulsif, c'est qu'il est excessif. Et donc, il va continuer à poser ces questions jusqu'au moment où les autres vont se dire non, mais c'est bon, maintenant, on arrête. Et donc, c'est les autres qui vont le juger et qui vont lui dire d'arrêter. Et là, Ok, c'est parce que là, ils l'ont exclu du groupe. Et avec un peu de chance, c'est même toi qui prends sa place dans le groupe. c'est ça. Alors, autre chose, c'est que si on prend par exemple le cadre professionnel où on va à une réunion et normalement, tu n'étais pas censé prendre la parole, là, on rentre maintenant dans le cadre de l'impro. Et je vais dire, ton directeur, il finit de faire toutes les présentations, il finit de répondre aux questions. Et on se rend compte qu'à la fin, il dit non, ben, il y a mon collaborateur qui est là. Voilà, il va peut-être dire quelque chose ou on lui pose une question et c'est à toi de répondre. Là, on est vraiment dans le cadre de l'impro. C'est toujours pas facile hein, d'être là où tu n'es pas préparé et tu viens, on te dit non, ben, c'est à toi de prendre la parole, c'est à toi de répondre à telle question. Est-ce que toi, tu as été confronté, je dis sûrement, tu as été confronté à ce genre de cas-là. En ce moment, comment est-ce qu'on gère cette situation? Oui, c'est un bâtard déjà. Franchement, ça se fait pas. Oui, moi j'ai eu ce cas de figure, franchement, c'était il y a 5 ans. Ouais. C'est une attachée de presse qui nous avait appelé. Et elle me dit, voilà, c'était Morandini qui faisait une interview sur un sujet lié à l'immobilier. Et elle me dit, le gars qui devait le faire l'a planté. Est-ce que vous pouvez venir? Je dis, bah ok, je viens. Et je lui demande, c'est quoi le thème? Elle me dit, on ne connaît pas le thème. Et donc j'arrive, je ne connaissais pas les questions. Ouais. Interview en one-to-one, tu vois, avec lui. Alors que lui, il est toujours en mode où il essaie de te faire dire des choses que tu veux pas, tu vois. En fait, le seul truc, c'est à partir du moment où tu connais bien ton sujet, tu vas toujours te raccrocher aux boîtes dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Euh, c'est là où, quand tu regardes les politiques, tu verras, c'est vraiment un super enseignement. Moi, je recommande toujours une interview de Nicolas Sarkozy. C'était de mémoire en novembre 2014. Et en fait, il a perdu les élections de 2012 à ce moment-là. Il a perdu piteusement. Et il veut revenir en politique à ce moment-là. Et c'était au moment de la bataille entre Juppé et Fillon pour pour la candidature, pour la présidentielle. Et donc lui arrive et il fait une interview avec Delahousse aux 20h de TF1. Ouais. Et si vous pouvez trouver cette interview sur Internet, elle est sur Internet, elle dure une quarantaine de minutes. Et là, il y a toutes les techniques pour répondre à une question sans y répondre. La stratégie de l'évitement, la stratégie du détail, poser des questions. Poser des questions à celui qui pose lui-même la question. Il y a tout un tas de stratégies comme ça qui permet en fait de gagner du temps. Il y a une technique, par exemple, qui est Je pense on a perdu Rachid quelques secondes. Je qui est, sais qui pas. est, qui est Ah, connue, d'accord. qui s'appelle, Ouais. c'est la technique ACE, donc ACE. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, c'est bon là. Attends. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon? Ouais, OK. c'est bon, ouais. C'est une technique de traitement des objections à partir du moment où justement tu ne t'attends pas en fait à la question. Et donc l'idée c'est A, C, E. A, c'est amortir, C, creuser et E, enchaîner. Amortir l'objection, c'est très important parce que en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. 80% de l'impact d'une objection, c'est toi en fait qui la conditionne. Tu sais, si tu commences à me poser des questions à la con et Ouais. que ce que je fais, moi, c'est que je commence un peu à suer, à dire, OK, ouais, tu vois, tu sens que je suis mal à l'aise, bah là, effectivement, là, ça va avoir un impact, cette objection. En revanche, tu me poses une objection et je te réponds avec le sourire, tu n'as pas l'impression que je suis déstabilisé, bah déjà, il y a 80% de la puissance de ton objection qui est tombée. Et après, bah, on va passer au C. C, c'est creuser. Parce que c'est pas parce que on te pose une question qu'il faut y répondre du tac au tac. Donc, tu peux poser des questions à celui qui te pose une question. Creuser, et dire, attends, est-ce que tu peux juste me préciser ton point? Ou est-ce que quand tu parles de ça, est-ce que c'est ça? Et en fait, en faisant ça, en précisant l'objection,
tu vas pouvoir te donner le temps aussi de structurer ton approche dans ton esprit. Et à partir du moment où c'est suffisamment clair, là, tu passes au E, enchaîner. Et là, tu peux enchaîner ta réponse. Enchaîner une réponse, c'est pas forcément une réponse favorable. Ça peut être une réponse négative ou une réponse qui débouche sur un consensus. Mais là, au moins, tu as structuré ton truc dans ton argumentaire dans ton esprit. Et là, tu peux enchaîner. Donc ça, l'interview de Sarkozy de 2014, c'est magnifique. Hein. Il faut regarder. Et franchement, il n'y a rien à jeter. À un moment donné, Laurent Delahousse, une des techniques moi, que je mets en avant, c'est la technique de l'évitement. Et en fait, quand tu poses une question, en fait, tu as rarement une question qui fait 3 lignes. La question, c'est pas oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Généralement, on a toujours un contexte. Le mec qui va poser la question, il va dire voilà, on est dans un contexte de ça, 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 il se passe ce genre de choses. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Et en fait, tout le contexte, c'est une opportunité pour toi justement de ne pas répondre à la question si tu es mal à l'aise. Donc, si, par exemple, tout à l'heure, tu pouvais me parler, tu me dis, tu m'as parlé du fait que bah, dans le monde du travail, parfois on peut être amené à faire des réunions où on n'est pas prévu que. Et après, tu enchaînes sur comment on fait pour interagir sur ce truc-là. Si j'avais été mal à l'aise avec cette question, j'aurais pu rebondir sur la première partie en disant effectivement, dans le monde du travail, on a ce type de problématique. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'encourage les personnes qui doivent intervenir en prise de parole au travail, de réaliser des petits exercices. Toi, en fait, je vais t'endormir complètement. Je vais prendre la première partie de ta phrase, je vais enchaîner sur des trucs, et derrière, tu vas même oublier la première question. Ouais. Donc ça, c'est une des techniques. C'est la stratégie de l'évitement. La stratégie de gratter aussi la question, c'est important parce que, notamment quand tu as des questions qui sont un peu pushy, par exemple, vous avez une mauvaise réputation sur Internet, ou vos produits ont l'air de mauvaise qualité, ou j'en sais rien, c'est des trucs. En fait, généralement, enfin assez souvent, lorsqu'on a ce type d'objections, elles ne sont pas sourcées. C'est-à-dire que le mec, il n'a pas un truc en tête. Et donc, toi, si tu es toujours dans cette posture de bienveillance, par exemple, Sarkozy, à un moment de la hausse, lui dit euh, vous êtes resté pendant 5 ans président, vous avez été pendant 10 ans au gouvernement. Euh, Certains peuvent se dire, effectivement, il y a eu des choses qui ont été mal faites. Euh, Pourquoi revenir pour finalement refaire la même chose? Et lui, qu'est-ce qu'il dit, Sarkozy? Il dit, mais je suis là pour être le plus transparent possible avec vous. Moi, si vous avez des points précis sur lesquels vous souhaitez que je réponde, il n'y a aucun problème, je suis là pour le faire. Mais il faut que vous soyez précis. Et qu'est-ce que dit Delahousse dans la foulée? Il dit, on va y revenir. Et il n'y revient jamais, parce qu'il n'a pas d'exemple précis. Ouais. Donc, Sarkozy, il a tout gagné en disant Il est ça. retombé dans son propre piège. Exactement. Exactement. Donc voilà un peu l'approche. Donc ce sont toutes ces techniques-là qui te permettent en fait d'être plus à l'aise. Parce que tu sais que effectivement, même si tu n'as pas la réponse, tu vas pouvoir quand même retomber sur tes pattes et utiliser ce type de technique pour finalement ne pas répondre à la question, sans que pour autant la personne ait le sentiment que tu n'es pas répondu. Alors, je pense qu'on est en train de terminer. Juste, on va prendre encore quelques minutes. Alors, moi, Ouais. j'ai une autre question. Là, on parlait de Laurent Delahousse. On sait qu'il y a de très bons journalistes, par exemple, qui vont, comme on le dit dans le jargon, qui vont au charbon, qui arrivent quand même à secouer un peu les politiques et toutes les personnes. Quand tu arrives, par exemple, dans une salle où tu te rends compte que dans ton auditoire, il y a quand même des personnes qui ont cette grosse expérience de prise de parole en public, qui sait que ces personnes-là, tu vas présenter, je veux dire, la situation, ta thématique devant elles et tu te rends compte qu'à la fin, ce sont ces personnes-là qui vont te poser des questions. Je sais que déjà, il y a le stress qui est là. À quel moment on se dit, voilà, faut les éviter? À quel moment on se dit, ces personnes-là vont pas, je veux dire, ne vont pas remettre en cause toute ta présentation parce qu'en face aussi, tu as des experts peut-être sur le domaine économique, sur le domaine politique, etc., etc. Comment on gère ce genre de situation? Alors, pour moi, une des erreurs, c'est justement de vouloir éviter. Lorsque tu as un objecteur compulsif, un journaliste, Élise Lucet, n'importe qui, Ouais. si tu cherches à Léa éviter, Salamé, par exemple, qui. Ouais. bien sûr, tu vas avoir des problèmes. Et au-delà même d'un journaliste, si toi tu fais une présentation Ou il peut y face avoir à des un groupe, experts, hein, ça peut être pas forcément des journalistes, des experts hein, dans ton domaine. Hein, exactement. voilà. Mais si tu fais ta présentation et que toi, tu cherches justement à éviter les personnes
qui vont être les plus agressifs peut-être concernant ton argumentaire. En fait, c'est que tu omets une chose très importante, c'est la temporalité de ton intervention. Toi, tu vas intervenir, tu vas faire ton intervention, mais ensuite, tu vas sortir. Et éventuellement, les personnes qui sont là, elles vont échanger entre elles. Donc toi, à ce moment-là, si tu as passé ton temps à essayer de ne pas parler à l'objecteur compulsif, lui, t'inquiète pas qu'il va parler de toi après. Il va lister ses arguments. Et toi, tu seras plus là, en fait, pour les contre-argumenter. Donc, c'est pour ça que moi, lorsque j'ai un objecteur compulsif dans la salle, ben moi, je me fais c'est un point d'honneur à le faire parler un maximum. Il faut, en fait, qu'il vide son chargeur. Toutes ses munitions, il faut qu'elles soient sur la table. Et à partir de là, je vais essayer de les démonter une par une, devant les autres. Par exemple, je ne sais pas si tu dois présenter, moi je le fais beaucoup avec des startups où on aborde un peu la préparation liée à une présentation devant un comité d'investissement, par exemple. Ben, si tu en as un où tu sens qu'il est sur la réserve, mais limite, il faut lui tendre la perche pour voir quels sont ses problèmes. Parce que sinon, tu ne répondras pas à ces interrogations et lui, et quoi qu'il arrive, il les soumettra après, mais tu ne seras plus là pour y répondre. OK. Alors, on va aborder juste un dernier point qui est dans la même dynamique que la prise de parole. Mais cette fois-ci, je vais parler des pitch investisseurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut présenter un projet. On te dit de présenter ce projet soit en 10 minutes. À quel moment tu dois sortir l'argument fatal, je vais dire, pour convaincre l'investisseur? Parce que en 5 minutes, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de convaincre, parce que là, c'est beaucoup de millions d'euros ou des milliers d'euros qui seront sur la table. À quel moment tu sors, toi, en tant que présentateur d'un projet, ton âme fatale dans cette prise de parole en public là? Dans les 30 premières secondes. Ouais. Ah oui. Ah non, non. Là-dessus, faut pas rigoler avec ça. Surtout quand tu as des investisseurs en face de toi. Les mecs, dis-toi que tu as 5 minutes, mais en fait, tu n'as même pas 5 minutes. Au bout de 30 secondes, les mecs, ils sauront s'ils vont aller plus loin avec toi ou pas. Donc, toi, il faut que tes arguments clés, les arguments massus, ils soient énumérés, mais de manière. Il ne faut pas qu'il y en ait 10 d'ailleurs, il faut qu'il y en ait 2, 3, mais vraiment les points les plus importants, et il faut qu'ils soient dits dans les 30 premières secondes. Si tu ne l'as pas fait, c'est que tu es passé à côté de ton exercice. Parce que le mec, il ne va pas attendre en face. Hein. Il a son téléphone, il a son truc, il va regarder d'autres choses et il pense à sa résidence secondaire, au golf qu'il va faire le week-end prochain. Donc, non, non, il faut que tu la grippes, le gars. Tu la grippes et ça, dans les 30 premières secondes, il faut que tu lui aies donné toutes les infos qui vont lui permettre de se dire ah ouais, ça a l'air intéressant, ça. Je vais écouter les 4 minutes 30 qui restent. Parce que sinon, il ne le fera pas. Ouais. OK. Bon, ben, je pense qu'on est pratiquement à la fin de… Ah, super timing, hein. 58 minutes 10, bravo. Avant de te laisser conclure, je vais juste rappeler qu'on parlait aujourd'hui de la thématique de savoir prendre la parole en public. On a invité aujourd'hui notre expert Rachid, qui est le fondateur de Cinéval. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, est-ce que tu peux juste nous dire c'est quoi Cinéval, qu'est-ce que tu fais? Et on va te laisser donc 2 minutes. Alors, Cinéval, c'est une société dans l'immobilier que j'ai créée il y a quelques années, que je dirige toujours d'ailleurs, mais c'est vrai que j'y passe moins de temps maintenant. On est courtier en syndic. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des appels d'offres syndic. On met en concurrence les syndics de copropriété pour les conseils syndicaux et pour les promoteurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le gros de mon activité, c'est surtout lié à la mise en place de dispositifs d'irrigation en Afrique. Et ça me prend près de 70% de mon temps aujourd'hui. Je rappelle que Rachid est expert en guerre économique aussi, c'est important de le dire. Ben, on est tous les deux experts. Je ne me qualifierais pas d'expert, mais c'est vrai qu'on est étudiants à l'école de guerre économique et ça nous apprend beaucoup de choses. Alors, pour conclure sur la thématique d'aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire, en fait, tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui avaient vraiment beaucoup de mal? Je sais qu'ils ont entendu beaucoup de choses, mais à toutes les personnes qui viennent peut-être de nous suivre, quel conseil, je veux dire, en 2 minutes, tu pourrais leur donner vraiment pour pouvoir essayer d'améliorer les capacités dans la prise de parole en public? En fait, le conseil phare, c'est l'empathie. C'est à chaque fois que l'on a une interaction avec une personne dans le cadre d'une prise de parole en public, toujours se mettre à sa place. Parce que ce n'est pas forcément évident. Lorsque quelqu'un se lève dans une salle pour poser une question, il faut aussi comprendre que cette personne-là, ce n'est pas simple pour elle. C'est-à-dire que parfois, voilà, on est stressé aussi, on n'a pas l'habitude de prendre la parole aussi en public. Le fait de se lever, de poser une question, en fait, il y a le niveau de stress aussi qui augmente. Il faut l'intégrer, ça aussi. Donc, lorsque je dois
accueillir une objection. Parfois, l'agressivité liée à une objection, elle est juste liée au stress que cette personne est en train de vivre, en fait. Donc, si moi-même, j'agis de manière agressive, en fait, là, j'entre dans un cercle vicieux. Tout l'objectif, c'est de rompre ce cercle vicieux en adoptant une posture bienveillante. Et donc, l'empathie, en fait, est au centre de tous les thèmes, en fait, qu'on a abordés aujourd'hui. Toujours se mettre à la place de la personne, comprendre pourquoi elle réagit de cette manière, comprendre dans quel cas elle aurait raison. C'est-à-dire que lorsque j'ai une objection, ne pas dire, ouais, ok, non, c'est pourri. Non, peut-être que dans certains cas, elle pourrait avoir raison. Et commencer par là. Effectivement, votre remarque est tout à fait fondée dans tel et tel cas. Mais aujourd'hui, on ne se trouve pas dans ce cas-là. Et en fait, en disant ça, bah, ça permet de ne pas rabrouer la personne, de ne pas la renvoyer et de dire, non, finalement, vous dites n'importe quoi. Ok. Je pense qu'il y a une personne qui avait posé une question, mais j'arrive pas. On me dit qu'il y a la question, mais j'arrive pas à avoir la question. Je sais pas. Attends, je regarde un peu pour voir. Non, j'ai pas la question. Donc, je voulais juste remercier toutes les personnes qui nous ont regardés ce soir. Merci beaucoup. Merci infiniment à toi, Rachid, d'avoir Merci à pris de toi. ton temps pour venir nous permettre de comprendre les tenants, les aboutissants de la prise de parole en public. Je pense que c'est un élément fondamental catalysateur pour que tu sois professionnel, que tu sois étudiant dans les domaines d'activité où chacun peut se trouver. On sera toujours confronté donc à un auditoire pour pouvoir même exposer ou dire des choses. Donc vraiment, merci à toi, merci, et j'espère qu'on va se retrouver très prochainement sur d'autres thématiques. Hein. Je pense que la porte elle est ouverte, comme on le dit. À Voilà. très, très bientôt. Merci Merci à toi. à tout le monde et puis Merci à on se tous. revoit. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.